Salam alaikum. Nous poursuivons ce que nous avons déjà commencé à propos des chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Nous allons entamer la dernière partie concernant les caractéristiques géologiques d'une chaîne de collision. Et comme exemple, nous allons voir la chaîne de l'Himalaya. Nos objectifs sont, premièrement, observer les effets d'une convergence lithosphérique dans une zone de collision. Et ceci, bien sûr, va nous permettre par la suite d'expliquer la formation de la chaîne de l'Himalaya. Premièrement, selon le modèle actuel, la collision continentale se produit après la disparition d'une lithosphère océanique sous l'effet de la subduction. Ça signifie tout simplement que la collision ne peut survenir qu'après avoir subi une subduction. Alors commençons notre exemple. L'Himalaya, c'est un exemple de chaîne montagneuse de collision continentale. Alors observez ce document qui illustre premièrement la forme de la chaîne de l'Himalaya. C'est une chaîne montagneuse sous forme d'un arc. Elle est située entre la plaque indo-australienne et la plaque eurasienne. C'est une chaîne de montagnes qui s'étend sur plus de 2300 km de longueur et 250 à 400 km de largeur. Elle contient un certain nombre de sommets montagneux, environ 14 sommets, dont le plus haut, c'est l'Everest, dont l'altitude est estimée à 8850 mètres. Vous pouvez remarquer aussi, d'après cette coupe schématique, la présence de granit. Ça vous rappelle la subduction, d'ophiolite et de sédiments marins qui vous rappellent la lithosphère océanique, de chevauchement, c'est-à-dire force compressive. Alors d'après les géologues, il y a 40 millions d'années, la plaque indienne rentre en collision avec la plaque eurasienne. Il s'agit d'un mouvement qui a commencé il y a à peu près moins 71 millions d'années, avec une vitesse estimée à 16 cm par an. Un choc qui va se produire entre l'Inde et la plaque eurasienne et qui va engendrer des forces de pression, et ce sont ces forces qui vont être à l'origine de soulèvements montagneux. Sur ce document, vous remarquez bien entendu la relation entre l'Inde et l'Eurasie. Vous avez la chaîne de l'Himalaya, et un peu plus au nord, en arrière de cette ligne de front, la plaque eurasienne est soulevée sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près 4 fois la superficie de la France et 3 fois celle du Maroc. C'est ce qui a donné un plateau, appelé le plateau tibétain, avec une altitude moyenne de 4000 mètres. On passe maintenant à la structure de la chaîne de l'Himalaya.
les caractéristiques tectoniques. L'Himalaya résulte de la fermeture d'un ancien océan appelé Tétis et la collision entre l'Inde et l'Asie. Sur ce document, vous voyez l'Asie et l'Inde avec la suture entre ces deux continents. Il s'agit alors d'une chaîne de montagnes qui se trouve dans les continents, donc intracontinentale, mais qui est encore en cours d'édification, c'est-à-dire elle continue son altitude. Sur ce document, nous revenons un petit peu aux caractéristiques déjà mentionnées auparavant. La présence de la suture Tsingpo, d'après la légende, ce sont des ophiolites, et donc ça nous rappelle la lithosphère océanique. Si le reste de la lithosphère océanique, c'est-à-dire de l'océan Tétis qui séparait l'Inde de l'Asie, vous avez la présence de pelotons, de roches granites, et ça nous rappelle la formation de ces types de roches suite à une subduction. Et là, ce sont des chevauchements, et donc ça nous permet de conclure l'existence de forces compressives suite au rapprochement entre les deux continents. Toujours d'après la légende, vous avez une croûte continentale déformée, métamorphisée, c'est-à-dire qui a subi des forces compressives. Vous avez aussi la présence de sédiments marins. Tout ça témoigne l'existence d'un océan avant que la collision ne se produise. Résumons, c'est une région caractérisée par des plissements, par des failles inverses. Failles inverses, ça signifie bien sûr présence de forces compressives, ainsi que des chevauchements et des charriages. Ces phénomènes sont alors témoins d'une forte compression lors de la collision entre l'Inde et l'Asie. Ceci, elle est donc le siège aussi d'une sismicité importante, avec des magnitudes fortes, supérieures à 8 degrés sur l'échelle de Richter, ainsi que de fortes contraintes compressives. C'est ce qui a provoqué un raccourcissement et un épaississement de la croûte continentale avec une augmentation de la profondeur de Moho. Sur ce document, vous remarquez que sur le côté gauche, là par exemple, vous avez la ligne, c'est-à-dire la discontinuité de Moho qui sépare le manteau supérieur de la croûte, c'est-à-dire le socle de la croûte continentale, et se trouve environ à 50 km de profondeur vers la région où se produit la suture. Regardez bien la profondeur. Regardez la profondeur de la limite Moho. C'est beaucoup plus profond, ça veut dire que ce socle a augmenté d'épaisseur. Et voilà, c'est un raccourcissement avec un épaississement de la croûte continentale et donc augmentation de la profondeur de Moho. Ça, c'est un caractère d'une très grande importance des chaînes de collision. Sur cette carte géologique de l'Himalaya, on remarque un certain nombre de ces caractéristiques dont on a parlé, à savoir bien entendu les chevauchements. Vous avez ici des roches, nous allons y revenir par la suite lorsque nous aborderons le métamorphisme. Les éclogites et les schistes bleus sont des roches qui caractérisent un métamorphisme des zones de subduction. On passe aux caractéristiques pétrologiques. Alors, vous avez toujours la présence de ces chevauchements, mais sur le plan pétrographique, on remarque
l'existence de sédiments, du tétis, c'est-à-dire sédiments marins, la présence du gabbro, des ophiolites, de volcanisme ainsi que des pelotons de granit. On commence alors par le massif granitique dans la région du Tibet. Alors il a été démontré bien sûr l'existence de roches granitiques et andésitiques, ce qui témoigne une importante activité magmatique due à une subduction. La région a donc connu au début la subduction. Les ophiolites, ainsi que les roches sédimentaires du prisme d'accrétion du Tibet, sont témoins d'une obduction. Et puis, les formations jurassiques déformées, ce sont des déformations de terrain qui témoignent la continuité des contraintes compressives entre l'Inde et l'Asie. Nous avions déjà dit que c'est une chaîne montagneuse qui est encore en cours d'édification. Nous allons terminer par les étapes de formation de cette chaîne de l'Himalaya. Alors pendant l'ère primaire, l'Inde et l'Afrique constituaient un seul bloc. Et c'est un bloc qui a été séparé de l'Eurasie par l'océan Tétis. Ça va commencer par l'ouverture d'un autre océan, c'est l'océan Indien, et donc l'Inde se détache de l'Afrique et va se déplacer vers le nord-est, c'est-à-dire vers l'Eurasie. À moins 120 millions d'années, l'océan tétissien, voilà, sépare les blocs continentaux indiens et eurasiens. Avant 100 millions d'années, une subduction intra-océanique s'est produite au fond de l'océan Tétis. La lithosphère océanique propre à la plaque indienne plonge sous la lithosphère océanique de la plaque eurasienne, ce qui va favoriser cette subduction, l'apparition d'un magmatisme, donc les pelotons, et avec un volcanisme andésitique. Le début de la convergence de la lithosphère indienne et asiatique va entraîner la disparition du domaine océanique tétissien. Comme vous le remarquez sur ce document, il n'y a plus de l'océan Tétis. À moins 90 millions d'années, il va y avoir le blocage de cette subduction. Et donc l'obduction va commencer. La lithosphère océanique liée à l'Eurasie va pousser les sédiments marins, ce qui va donner naissance à un prisme d'accrétion. Et donc le chevauchement de la croûte continentale indienne. La collision proprement dite débute réellement lorsque la marge active du Tibet au nord et celle passive de l'Inde au sud commencent à être soudées au niveau de la suture Indo-Tsingpo. À partir de moins 52 millions d'années, les faciès marins disparaissent définitivement entre les deux marges. Et l'ensemble Inde-Eurasie va être totalement soudé. La vitesse, bien sûr, diminue suite à la résistance des matériaux en collision. Cette vitesse est estimée à 5 cm par an. De la collision résulte un épaississement de la croûte continentale, nous l'avions déjà vu. On a vu que la limite de la discontinuité Moho a augmenté de profondeur. Et ceci, bien entendu, suite à un empilement de chevauchement de même sens que la subduction. On va résumer ceci par le schéma suivant. Le rapprochement du bloc continental indien et de la marge Eurasie va donner naissance à deux phénomènes simultanés qui sont
Le premier, c'est la disparition de l'océan Téthysien sous le bloc continental eurasien et la collision entre la marge indienne et la marge eurasienne. De cette collision, il va y avoir des décollements et un raccourcissement et un bombement de la croûte continentale indienne. Tout ceci, c'est ce qui se manifeste sous forme de la chaîne himalayenne. C'est une photo qui illustre la marge nord-active du Tibet. Sur ce document, je reprends les 4 étapes de formation de la chaîne de l'Himalaya. Je vous propose un petit exercice, c'est d'essayer de reprendre les différentes étapes rien qu'à partir de ces documents. Un autre exemple. La chaîne des Alpes, elle est aussi suggérée comme résultat de la collision entre plaques africaines et eurasiatiques. Photo qui illustre le mont Chenaillé, montagne de 2650 mètres d'altitude, et qui fait partie du massif du Queyras de la chaîne des Alpes, qui est le résultat de la collision des plaques africaines et eurasiatiques. Elle se caractérise par des ophiolites assez typiques et des péridotites métamorphisées. Comme vous le voyez ici, on présente 3 types de composantes: la serpentine, gabbro et l'avant-coussin. Nous avons déjà parlé du gabbro et de l'avant-coussin. Ils sont témoins d'une lithosphère océanique. La serpentine, la serpentine, ce sont des minéraux, constituants principaux d'une roche appelée la serpentinite. Ce sont des phyllosilicates. Alors sur ce document, vous remarquez l'existence bien sûr de sédiments océaniques, de gabbro et de péridotites serpentinisées, des filons de dolérite et du basalte en coussin. Par conséquent, ce sont des ophiolites. Et les ophiolites du Chenaillé sont alors la portion d'une lithosphère océanique, mais à expansion lente. On parle de type atlantique, qui a obducté précocement lors de la disparition d'un océan lors du Crétacé au Tertiaire. Une petite comparaison de ces ophiolites avec ceux d'Oman. Eh bien, les Oman sont issus d'une dorsale à expansion rapide, type Pacifique. Ce document illustre en quelque sorte une petite comparaison entre les ophiolites d'Oman et les ophiolites de Chenaillé en comparaison avec les ophiolites typiques d'une croûte océanique. D'une manière générale, tout est formé de péridotites, de gabbro en bleu, de filons de dolérite et enfin de sédiments océaniques. C'est l'essentiel. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.